faut savoir garder, mesdames et messieurs, gardez toujours votre bonne humeur, car c'est ça le secret du bonheur. Le bonheur que vous et moi nous cherchions si tant, ce n'est que de la bonne humeur. Et sur le grand rendez-vous, nous allons vous en procurer. Nous sommes le 15 du mois d'avril. Merci à vous de prendre le rendez-vous de ce grand rendez-vous de ce soir. La météo, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le grand rendez-vous qui démarre. Nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis Malanville dans le département de la Liborie. Alors, dans le grand rendez-vous ce soir, nous recevons Marcel Betoro et Barnabé Roukanri, il est agro-environnementaliste, pour nous parler de l'agriculture climato-intelligente, les caractéristiques et le mode de fonctionnement. Voilà déjà des images que nous envoie notre réalisatrice. On aura les détails tout à l'heure dans Monde agricole. Changement climatique toujours, cette fois-ci on reçoit Fulbert Adjimerossou, il est journaliste spécialiste des questions environnementales dans Nature et Bien-être pour nous parler des responsabilités des médias dans l'adaptation au changement climatique. Notre experte de ce soir, c'est une dame, c'est une experte, elle s'appelle Ashley Randessi, elle est agroéconomiste pour nous parler des innovations du secteur agricole, moteur du développement. Le dernier plateau ce soir est consacré à Autant Savoir qui reçoit ce soir Mécha Diarou, artiste formateur, un habitué d'ailleurs du plateau, je dirais. Il va nous parler de l'art au service du social. Il sera reçu par Assiom Gaba. Le grand rendez-vous, c'est aussi ActuWeb et le journal qui sera présenté ce soir par Estelle Pazou. Estelle, bonsoir. Bonsoir à vous, heureuse d'arriver. La pleine forme? Ça va très bien chez vous? Ça va bien. Vous êtes dans du tissé ce soir, vous faites honneur au local. Comme vous, heureuse, je fais honneur au local. Nous avons décidé de valoriser le local même si nous sommes lundi. Oui. Alors Estelle, on aura quoi au menu du 1945 ce soir? Alors, le monde entier rend aujourd'hui hommage aux amoureux de l'art. Peintres, photographes, illustrateurs, sculpteurs, toutes ces personnes sont à l'honneur et la rédaction vous propose un commentaire sur Image. Nous irons ensuite à la découverte du Centre de promotion des aveugles qui fête ses 35 ans d'existence. 35 ans au service de l'éducation et de l'insertion des personnes malvoyantes. On s'intéressera enfin au sort des personnes atteintes d'albinisme. Elles ont formulé un plaidoyer à l'endroit de l'Union africaine. Franck Roussa nous en parle et ce sera à 19h45. Merci à vous, Franck Roussa, que nous avons d'ailleurs eu sur ce plateau semaine passée pour aborder le sujet. On aura donc les détails avec vous. Merci Estelle. On va se dire à 19h45, n'est-ce pas? À tout à l'heure à 19h45 avec tous les détails possibles. Merci bien. On va prendre le rendez-vous. Mesdames et messieurs, avant 19h45, installons le plateau de Horizon de Monde agricole, le premier plateau de ce soir.
Roncanry Barnabé, c'est notre invité de ce soir, agroéconomiste. Il sera reçu par Marcel Gbetoro pour parler de l'agriculture climato-intelligente, caractéristiques et modes de fonctionnement, comme je le disais tantôt. Ils sont déjà installés. Si vous le voulez, je vais vous les présenter tout de suite. On y va. Marcel, bonsoir. Bonsoir Rosanne André, je reviens, agro-environnementaliste. Oh oui, agro-environnementaliste. Oui, que c'est le made in Bénin qui te rend si heureuse. Je suis très heureuse. Nous voulons distribuer de la bonne humeur ce soir. Ah oui, j'en ai reçu déjà assez. Nous sommes avec Barnabé Roncanry, agro-environnementaliste. Monsieur Barnabé Roncanry, bonsoir. Bonsoir. Vous portez très bien. Toujours bien. Comme moi, vous êtes dans du local là ce soir, du bomba. C'est vous qui m'avez contaminé. C'est juste que le couvre-chef manque de votre côté. Ah, ça viendra. Ça viendra, d'accord. Alors, mesdames et messieurs, je vous propose de suivre l'élément réalisé par Marcel Gbetoro sur l'élément dont nous parlons, l'agriculture climato-intelligente. Qu'est-ce qu'on appelle une agriculture climato-intelligente? C'est une agriculture qui nourrit les populations paysannes, qui renfloue les caisses de l'État et qui assure le bien-être d'un pays. Parce que vous savez bien que notre pays, comme bien des pays africains, ont comme base de l'économie l'agriculture. Et donc, si vous voulez pas avoir la guerre, si vous ne voulez pas avoir les crises sociales, les crises économiques, les crises financières qui amènent toutes sortes de corollaires, il faut développer l'agriculture. Il faut investir dans l'agriculture. Parce qu'en réalité, les changements climatiques aujourd'hui sont en train de réduire, de bouleverser tout l'ordre que nous savions en agriculture. Nos paysans avaient un calendrier agricole. Aujourd'hui, ces calendriers agricoles ont été bouleversés. Si c'était que ça se déplaçait, on pourrait s'adapter facilement. Les calendriers agricoles se sont déplacés et ces déplacements ne sont pas fixes. Il y a des redondances. Nos paysans, ayant constaté les dérèglements climatiques, les hauteurs de pluie qui fluctuent, la sécheresse qui prend plus de temps, ont commencé également à adopter de nouvelles méthodes pour pouvoir faire face à ces changements climatiques. Et comme méthode, par exemple, vous allez constater qu'il y a bien des gens qui ont adopté désormais des variétés de semences à cycle court. Nous avions par exemple au sud du Bénin le maïs qui est la principale spéculation. Aujourd'hui, vous allez constater que le maïs de 3 mois est en train de laisser place au maïs de 60 à 75 jours. Or, si vous mettez une variété assez courte, cela peut vous permettre de vous voir enlever votre culture avant que la sécheresse ne s'installe. Et la maîtrise de l'eau vous permet de faire de l'agriculture à plein temps au lieu de faire de l'agriculture pluviale. Une agriculture pluviale, c'est une agriculture à risque. Et le risque est très élevé. Il suffit qu'il y ait bouleversement des saisons pour que tout le calendrier agricole soit mis à l'eau. Et voilà, c'était donc Barnabé Roncanry que nous avons sur ce plateau qu'on retrouve dans l'élément. Alors, Marcel, il est certainement là pour plus de détails. Puisque c'est une question qu'il faut vraiment traiter avec beaucoup de précision. Alors, bonsoir amis téléspectateurs. Merci d'être toujours au rendez-vous du monde agricole. Ce soir, nous allons continuer par parler de la typologie de l'agriculture et bien sûr de l'agriculture familiale. Nous passons maintenant à l'agriculture climato-intelligente. Et je le disais tantôt, il ne sera pas de trop, docteur Barnabé Roncanry, sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Toujours bien. Alors, vous êtes encore là pour faire le bonheur des téléspectateurs? Non, nous sommes là pour échanger avec nos amis. Ah ben pour faire leur bonheur. Leur bonheur, parce que ce sont eux qui vont bien sûr Chacun crée son apprendre. bonheur. Alors, nous allons tout de suite passer à une petite nuance, parce qu'on a toujours entendu dire agriculture intelligente, mais ce soir, on parle agriculture climato-intelligente. Est-ce qu'il y a une nuance ou c'est la même chose? La particularité se situe à quel niveau? Merci Marshall. Je voudrais dire, il n'y a peut-être pas de nuance. Il faut partir peut-être de la base. Qu'est-ce que les gens appellent agriculture intelligente? Pourquoi d'abord une agriculture intelligente? C'est une agriculture qui s'adapte le mieux au temps. Parce que nous étions dans un système agricole. Nous avons vu les limites de ce système. Il faut aller vers quelque chose qui réfléchit avec l'évolution du temps. Et si vous voulez parler de l'évolution du temps, vous ne pouvez pas occulter l'aspect climatique lorsque vous parlez de l'agriculture. Donc dire une agriculture intelligente et une agriculture climato-intelligente reviendrait pour moi à la même chose. Parce que c'est une agriculture qui s'adapte au temps. Et le temps est déterminé par le climat.
Donc, Ok, donc, c'est une agriculture climato-intelligente. on peut dire intelligente, on peut dire climato-intelligente. Je crois. Ça Bien va de sûr. chaque Mais climato-intelligent est beaucoup plus précis. C'est plus précis parce que nous sommes obligés de croire que sans climat, il n'y a pas d'agriculture. Le climat détermine l'agriculture. Ok, Oui. d'accord. Alors, ainsi, la précision apportée, nous allons maintenant aborder les caractéristiques liées à l'agriculture intelligente ou climato-intelligente. Je vais utiliser les deux mots. Il n'y a pas de problème. D'accord. Vous savez, nous avions une agriculture basée plus sur les méthodes traditionnelles, surtout en Afrique. Et nous sommes en train de subir. Vous savez, le monde a pris le temps d'adopter des pratiques qui nous retombent dessus. Aujourd'hui, nous subissons, nous sommes en train de gémir sous le poids de nos progrès. Et pour ne pas périr sous le poids des progrès de l'humanité, il faut adopter de nouvelles stratégies. C'est pourquoi d'ailleurs on est allé vers une agriculture climato-intelligente qui aura pour objet principal de changer radicalement le mode de gestion de nos eaux, le mode de gestion de nos sols, le mode de gestion des ressources agricoles en général. Qu'est-ce que nous avions? Comment est-ce que nous la gérions? Prenez l'exemple de notre pays, le Bénin. Le Bénin a un réseau hydrographique bien dense. Mais comment est-ce que nous gérons cette eau? Nous sommes en période des hautes eaux, nous sommes tous embêtés par les eaux. Il y en a qui crient aux inondations, il y en a qui disent l'eau les embête, tout le monde ne veut pas. Mais que faisons-nous pour que cette eau qui tombe ne s'évapore pas ou bien ne s'infiltre pas totalement et que nous ayons cette eau quelque part que nous pouvons utiliser pour notre agriculture? C'est vers là que nous devons aller avec une agriculture climato-intelligente. Qui a pour caractéristique? Oui, le changement dans la gestion des ressources en eau. Ok, d'accord. Parce que nous avons assez de ressources en eau au Bénin. Il faut changer notre mode de gestion de l'eau. Il faut aller vers une maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau veut que nous ayons des retenues d'eau pour que notre agriculture ne soit plus pluviale, mais que ce soit une agriculture qui puisse se faire à plein temps, puisque nous avons de l'eau. Il suffit de créer des retenues d'eau à des endroits stratégiques. C'est déjà le mode de fonctionnement. Bien hein? sûr, Ouais, bien ok, sûr. d'accord. Donc, il faut changer également les stratégies de gestion de nos sols. Ok. Qu'est-ce que nous avons vu aujourd'hui? Qu'est-ce que nous voyons? Quand un sol est surexploité, il s'appauvrit, nous sommes obligés de lui apporter de l'engrais. Et quel type d'engrais utilisons-nous sur nos sols? Ce sont les engrais chimiques. Est-ce que les engrais chimiques sont durables? Permettent une durabilité environnementale? La réponse c'est non. Il faut aller vers les engrais organiques. Il faut aller vers les pratiques améliorantes de la fertilité des sols. Donc c'est un mode de changement dans l'agriculture. Donc à cette allure, je ne vous arrête pas, à cette allure, c'est qu'on n'aura plus des produits de saison, on aura des produits de toute saison. C'est ça ce qui est la norme. Une agriculture qui doit nourrir un pays ne doit plus être une agriculture basée sur les saisons. Et si un jour la nature n'est pas clémente, c'est-à-dire nous allons croiser les bras et crier au secours, qui viendra à notre secours pour tout un pays? Ce n'est pas normal. C'est une agriculture qui fonctionne à plein temps et qui n'utilise pas les engrais chimiques. Et quoi d'autre? Qui utilise mieux les ressources en eau, qui a un mode de gestion des sols plus adapté à ce que nous avons dans le contexte actuel. Il faut cesser d'appauvrir nos sols. Prenez un sol sur lequel on utilise de l'engrais chimique. Lorsque vous utilisez de l'engrais chimique 1-2 fois, la troisième année, si vous n'utilisez pas de l'engrais chimique, vous n'avez plus rien sur ce sol. Résultat, il y aura plus de production. Cela ne garantit pas une durabilité. Il faut avoir une durabilité, il faut utiliser des engrais organiques. Et les engrais organiques, nous en avons et nous avons la possibilité d'en fabriquer autant que nous voulons pour notre agriculture. On va revenir au système des engrais, mais dites-moi, quelle est la ressource humaine qu'on utilise? Parce qu'on a dit par exemple au niveau de l'agriculture familiale, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la maman. Ici, au niveau de l'agriculture intelligente ou climato-intelligente, quelle est la main-d'œuvre qu'on utilise? On va toujours utiliser les deux types de main-d'œuvre. La main-d'œuvre familiale comme la main-d'œuvre payée. Ok. Parce que vous savez, ce n'est pas parce que nous faisons de l'agriculture climato-intelligente que nous allons oublier la famille. Ce n'est pas parce que nous faisons de l'agriculture climato-intelligente que nous n'allons pas accroître nos exploitations agricoles. Et pour le faire, tenant compte du contexte actuel, où tous les enfants, parce que de par le passé, nos parents
avait beaucoup d'enfants pour plusieurs objectifs, On dont a eu entre tout le monde, autres, au champ, certains les vont travaux au champ. Aujourd'hui, ce n'est plus la norme. Bien des gens, même si ils ont beaucoup d'enfants, ils les envoient à l'école. Et les week-ends que les enfants d'avant utilisaient pour aider les parents, ces week-ends sont utilisés aujourd'hui pour les travaux pratiques, les TD, les autres. Donc, du coup, on n'a on plus utilise la beaucoup de famille aussi. main-d'œuvre familiale. Si vous allez compter seulement sur la main-d'œuvre familiale aujourd'hui, vous risquez de ne pas faire de l'agriculture. Donc, on peut utiliser aussi bien la main-d'œuvre familiale que la main-d'œuvre salariée pour faire cette agriculture. Mais ça se fait concrètement. Est-ce que c'est ce qu'on voit là et que c'est juste le nom qui change ou quoi? Comment ça se passe l'agriculture climato-intelligente là? Ce que nous voyons là aujourd'hui, c'est quoi? Les paysans sont laissés à eux-mêmes. Et ils vont faire le champ quand il pleut. Et ils s'adaptent à ce qui se passe avec eux. Ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Nous n'allons plus laisser les paysans prendre les décisions seuls. Nous, quand je dis nous, c'est que de la recherche, du côté de la recherche comme du pouvoir du côté de l'État, aller vers les recherches des solutions idoines qui s'adaptent mieux au temps. Et donc, les chercheurs doivent être mis dans ce carcan. Le gouvernement doit accompagner cette idée pour que les recherches universitaires puissent servir à nourrir cette agriculture. Il faut les aider à élaborer les meilleures stratégies pour que l'agriculture que nous faisions fasse mieux face au changement climatique. Et quelle est donc l'implication tant au plan environnemental qu'économique liée à l'utilisation de cette Sur le plan économique, l'agriculture climato-intelligente est plus économique que l'agriculture que nous faisions par le passé. Et sur le plan environnemental, l'agriculture climato-intelligente assure une durabilité environnementale parce que cette agriculture ne va plus se faire, nous avons dit comme par le passé, mais c'est une agriculture qui va se faire en préservant les ressources naturelles. Si vous ne préservez pas les ressources naturelles, vous savez, l'agriculture est autant victime que acteur des changements climatiques. Donc, pour réussir l'agriculture, il faut tenir compte quels sont les modes ou bien les pratiques que nous avons aujourd'hui qui augmentent les changements climatiques. Donc, nous allons diminuer ces pratiques. Et qu'est-ce que nous devons faire pour valoriser, pour accroître la résilience de l'environnement? C'est vers ces actions-là que nous devons aller. Si je comprends bien, l'aspect économique de la chose, c'est qu'on produit à tout temps. On produit à tout temps. On achète plus trop cher les engrais parce que les engrais organiques coûtent moins cher. Les pratiques améliorantes de la fertilité du sol ne nous coûtent pratiquement pas grand-chose. Et nous avons une agriculture qui nourrit les générations d'aujourd'hui et qui nourrira aussi les générations du futur. Merci beaucoup, Dr Banabé Roncarin. Je rappelle que vous êtes agro-environnementaliste et nous avons essayé de comprendre un peu ce type d'agriculture climato-intelligente. Ce sera tout pour ce plateau. Ce que moi je retiens, c'est simplement dire à nos chers téléspectateurs que quand on connaît son problème, il est évident que trouver la solution devient facile. Et le problème du monde agricole aujourd'hui, c'est cette agriculture pluviale que nous avons. Et si on peut aller vers l'agriculture climato-intelligente, je pense que ce serait le bonheur pour tout un chacun, les producteurs, les transformateurs et pourquoi pas nous qui aimons le consommateur, voilà. Le Made in Benin. Merci beaucoup, Rosanondé. Merci à vous, Marcel Betoro, pour cette belle conclusion. Ça fait à mercredi prochain pour notre sujet, n'est-ce pas? Même heure. Même heure. Certainement avec notre animateur. Pourquoi pas? Alors, monsieur Roncari, merci également à vous. Bonne soirée. Le temps est passé très vite. Merci pour l'accompagnement. Mais en ma compagnie, c'est toujours ça. Le temps passe très vite. On ne s'en rend pas compte. Parce que vous êtes heureuse. Mesdames et messieurs, c'est donc tout pour Monde Agricole. Nous allons à présent installer le plateau de Horizon Culture. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de l'art. L'art et le social, c'est l'agréable service de l'utile, nous dit Assim Gaba. On va la voir tout à l'heure sur ce plateau avec Meshak Adjaro pour aborder le sujet lié à l'art au service du social. Mais d'abord, voici ce que nous vous proposons comme élément témoin. L'objectif de cette chanson est de sensibiliser sur un problème d'ordre social. Comme ces musiciens, plusieurs artistes décident de mettre leur art au service du social,
Du coup, ça devient facile de cibler son public. Le discours politique ou le discours économique ou le discours scientifique, ce n'est pas tout le peuple qui comprend. Nous sommes dans un pays dont nous sommes à plus de 75% de taux d'analphabétisme. Ça veut dire quoi? Allons faire le théâtre dans leur langue, allons les voir avec un autre format de communication. Ça permet de comprendre et ça permet aussi de les amener à changer de comportement vis-à-vis de ces fléaux qui les touchent de façon directe. On arrive par l'art pour moi à dépasser certaines barrières. C'est un langage tellement universel qu'il arrive à toucher quelque chose de l'humain qui est très universel. Des émotions, des sensations, des formes aussi de spiritualité. En fait, le chef-quartier a fait disposer tout autour de son domicile des sièges. Résoudre un problème d'ordre social par son art n'est pas toujours aisé. L'artiste doit d'abord se mettre dans la peau de l'autre afin de mieux impacter. On prend l'exemple palpable de, ok, on joue l'enfant qui est vaudouci mais qui n'a pas accès à l'école. On va dire, ok, allons directement questionner les vaudoucis. Pourquoi, comment se passe leur réalité de vie avec les enfants? On prend cela maintenant avec l'ensemble de l'entité des artistes, c'est-à-dire les scénographes, les musiciens, les chanteurs, les danseurs, les comédiens. On met tout ça en bouche, on met tout ça en scène et ça devient une matière adéquate à présenter pour sensibiliser le peuple. Et une période, je travaillais avec des femmes qui avaient subi des violences. Elles étaient toutes minuscules. On les voyait et on avait l'impression qu'elles n'étaient pas là. Par le contact avec son propre corps, que moi j'ai cherché à travers la danse, j'ai travaillé avec elles 6 mois comme ça. Et à la fin, j'ai vu des personnes, j'ai vu leur personnalité, leur corps de femmes qui réexistaient. Faire du social à travers son art est louable, mais les acteurs se plaignent du manque de soutien et d'accompagnement. C'est le contexte social qui te donne les outils et les pistes pour travailler à travers l'art. Il faudrait que le social et les arts puissent être encore plus ensemble, que les politiques développent un cadre idéal et adéquat, c'est-à-dire créer des salles de spectacle, pas seulement fermées, mais aussi ouvertes, pour permettre au public d'avoir accès de façon directe. Il urge que l'éducation culturelle au plan social soit renforcée. Combiner la volonté politique à l'art pour le social pourrait donc se révéler bénéfique à plus d'un titre. Merci à vous, Jennifer Sativi, pour ce reportage. Et nous retrouvons Assioum Gaba. Assioum, bonsoir. Bonsoir, heureuse Danodé. Bonsoir, chers téléspectateurs. Vous portez très bien le week-end? Oui, très, très en forme. Le week-end est très bien passé aussi. Et je vous retrouve tout heureuse Danodé. Week-end très bien passé. Oui, je me demande bien ce qu'on peut y mettre dans très bien passé, en fait. Oui, puisqu'il y a plus de fraîcheur, la pluie a pris par là et tout le reste, donc vous comprenez. La pluie a pris par là et tout le reste, mesdames et messieurs, vous comprenez. Allez, tout le monde comprend. Nous sommes avec Méchaka Diaro, bien sûr, qu'on ne présente d'ailleurs plus. Oui. C'est un habitué du plateau, souvent quand Assioum est là. Oui. Méchaka quelque part. Ah oui. Monsieur Diaro. Ça c'est vrai. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et votre week-end? Très bien passé. Ah ben décidément. Bon, Assioum, on peut y aller, on parle de l'art. J'espère que vous avez très bien passé également votre week-end, heureuse Danodé. Très bien. Très court. Voilà. Ok, il faut dire que c'est une journée qui célèbre l'art, oui. Journée mondiale de l'art que nous voulons sur ce plateau au service du social. Et Méchak a accepté venir nous entretenir sur le sujet. Merci Méchak, bonsoir. C'est un plaisir, bonsoir. Alors, artiste musicien, auteur, compositeur, écrivain, formateur en art, ça, il faut le préciser. Méchak est également arrangeur, flûtiste et tout. Pendant que les uns parlent de l'art, d'autres parlent des arts. Que faut-il dire exactement? L'art ou les arts? Merci. De façon théorique, parce qu'en fait, c'est des considérations théoriques. L'art est en tant que, on va dire, secteur d'expression, en tant qu'univers, est unique. On peut dire l'art comme étant, on va dire, un ensemble de pratiques et de valeurs. Mais aujourd'hui, de plus en plus, quand on parle des arts, c'est beaucoup plus pour essayer de différencier les secteurs, les pratiques, les disciplines
en citant par exemple les différents arts, les arts visuels, les arts de la scène, un peu pour faire une certaine distinction, on va dire disciplinaire, pour qu'on ne mélange pas torchons et serviettes. Donc on dit l'art et on dit aussi les arts. Cela dépend de ce qu'on a envie de dire. Si on veut penser aux différentes disciplines, faire une différence par exemple entre la danse et les arts plastiques, faire une différence entre le cinéma et la musique, là on va parler des arts parce que chacune de ces formes artistiques est une forme à part entière. Voilà, mais on peut dire l'art pour le différencier de l'agriculture ou de la politique, voilà, le domaine général. Merci beaucoup en tout cas pour cet éclairage. Mais alors, au service du social, l'art doit prendre en compte quel type de paramètres en réalité? Alors déjà, dans le monde de liberté dans lequel nous sommes actuellement, il faut savoir que l'artiste est libre en tant qu'individu de faire ce qu'on appelle de l'art pour l'art. C'est-à-dire, oui, j'ai envie de faire une toile, que ça fasse du bien à quelqu'un ou pas, je la dessine. Si j'ai envie de l'exposer, je l'expose. Si je ne veux pas l'exposer, je la garde chez moi. Je suis plasticien, je suis libre de faire de l'art. Ça, c'est l'art pour l'art. De la contemplation. Voilà. Je peux faire une musique, pour son plaisir, quoi. Une petite musique qui n'est diffusée nulle part ou qui est juste entre amis ou qui passe mais qui ne rend pas service, où les paroles ne sont pas éducatives, où la musique n'est pas forcément thérapeutique, où ça n'apporte rien, mais c'est de l'art pour l'art. On peut trouver qu'il y a de la virtuosité, on peut trouver qu'il y a du travail, on peut même trouver qu'il n'y a pas de travail, que c'est trop relax. Après, c'est une décision que l'intéressé prend. On peut faire de l'art au service d'autres domaines, comme la politique, faire de la propagande. Ça, ce n'est pas très social, parce que en général, quand on dit politique, c'est du leadership, c'est des personnes individuelles qui ont besoin que leur image soit améliorée. Et donc, l'artiste qui prend ce chemin, il le prend délibérément, et nous ne sommes pas dépositaires de la morale pour dire qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais en principe, l'art, de façon originelle et de façon fonctionnelle, devrait être au service du social, parce que c'est dans le social qu'il puise son inspiration. En réalité, l'artiste, même étant un produit de la société, il trimballe avec lui des codes sociaux dont il ne peut pas se passer. Dans son habillement, dans son langage, dans les langues qu'il utilise, dans les rythmes qu'il va puiser, ce n'est pas lui qui les a créés. Il vit dans une société qui bouge et qui lui donne des outils pour maintenant faire de la création musicale. Et cette création-là, maintenant, devrait pouvoir retourner à la société et lui faire du bien, parce que c'est cette société qui a généré les codes. Donc, où nous sommes là, tout ce qu'il y a ici comme détail peut déjà vous inspirer pour faire quelque chose. Votre coiffure, votre humeur, votre présence, votre sourire, heureuse. Vous savez, et puis je peux démarrer sur un texte comme ça. Oh mais dis donc, c'est bien parti en tout cas. Elle part. Et ce décor m'a toujours inspiré, etc. Donc l'artiste peut puiser. Et en général, il puise même quand il ne le reconnaît pas. Il puise dans l'univers qui l'entoure. Et l'idéal, c'est que la création artistique maintenant rende à la société tous les bienfaits qu'elle lui a fait en lui inspirant ses codes. Alors, si je comprends bien, l'art au service du social, c'est en fait un retour. C'est un retour que l'art est en train de faire à l'humanité. La société a toujours été au service de l'art. Puisque c'est elle qui produit les hommes, c'est elle qui produit les codes, c'est elle qui produit les langues, c'est elle qui produit les rythmes, c'est elle qui produit les espaces, c'est elle qui travaille sur... Donc, c'est tout ce qui se passe autour de vous qui vous inspire en tant qu'artiste. Et donc, normalement, si vous êtes sérieux, vous lui retournez la balle en faisant de l'art qui peut lui rendre service, qui peut permettre à cette société de se développer, de s'épanouir et d'être en équilibre. Alors, est-ce que ça explique le fait que le public, des fois, ne se retrouve pas dans votre création? Absolument. C'est parce que le retour n'a pas été fait. Absolument, parce que autant il y a la société, autant il y a les sociétés. Si vous allez chercher vos codes ailleurs, ou si vous êtes sur votre planète, vous faites votre musique ou votre art ou votre théâtre qui ronfle dans des hauteurs atmosphériques où la société ne se retrouve pas, parce qu'après, vous savez, un certain nombre de couches, il n'y a plus d'oxygène. Donc, si plus vous montez dans votre délire et que les gens ne se retrouvent pas, ils vont vous regarder. Et puis les gens, ils mettent leur tête ailleurs, ils n'achètent pas vos disques, ils ne vont pas à vos spectacles, etc. Voilà. Il faut qu'ils se retrouvent. Alors, est-ce à dire la participation donc, de l'art au service du social est un argument pour amener donc les autorités, c'est-à-dire nos nations,
à investir dans l'art? Alors, je vais vous faire sourire. L'un des éléments précis de la politique française en matière d'éducation artistique, il y a plusieurs années, c'était de dire qu'il faudrait que dans quelques dizaines d'années, tous les citoyens français soient capables de chanter juste dans une certaine tonalité, qu'ils soient capables de faire un minimum, un petit dessin avec des couleurs qui se respectent, qu'ils soient capables... Enfin, ils ont défini des petits objectifs artistiques qu'on doit retrouver dans la personnalité et dans l'être de tout citoyen. Et par rapport à ça, on écrit les programmes et on se donne un planning sur 25, 50, 100 ans. La Russie a fait la même chose, la Chine a fait la même chose, les États-Unis ont fait la même chose. Pour revenir au Bénin, la politique culturelle du Bénin exprimée dans la charte culturelle stipule que l'art est d'abord à vocation sociale et communautaire. Ah oui. Et c'est pour cela que l'État subventionne la créature artistique au travers de plusieurs mécanismes, parce que l'art que nous faisons retourne à la société. Vous savez, les films ont toujours un impact sur la société. Avec un film, vous pouvez soulever les gens. Avec une seule chanson, on a vu avec l'apartheid et avec Nelson Mandela et dans d'autres pays, avec une seule chanson, vous pouvez créer de la révolte. Et donc, il y a ou apaiser, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire plusieurs fois sous Houphouët-Boigny, qui utilisait beaucoup cette fibre-là, il utilisait les artistes pour apaiser les populations sociales. Et donc là, doit avoir une dimension en permanence communautaire, sociale, pour fédérer les gens, pour les remettre ensemble, pour leur donner du courage, pour les déstresser après les journées de travail, pour leur donner des perspectives, pour leur donner de l'espoir. Allez les écureuils, eh bien allez-y, faites des chansons pour bousculer et pour donner envie d'aller plus loin. D'aller plus loin, vraiment. Dans ce cas, il faut vraiment prendre en considération nos artistes, ceux-là que vous êtes en réalité et qui travaillent en réalité pour permettre aux uns et aux autres d'avoir le retour de ce qu'ils ont donc produit. J'ai récemment dit dans un cours à l'université, je disais que imaginez un monde ou même un pays ou un quartier où le RTB où on supprime tout ce qui est artistique. Déjà tout le monde sera nu. Ça c'est clair. Parce que sur nos vêtements... Il n'y aura pas ce plateau, il n'y aura pas ce décor. Il n'y aurait pas de décor, il n'y aura pas les couleurs ici. Il n'y aurait rien, il n'y aurait pas d'équilibre. Il n'y aurait rien, il n'y aurait pas de musique de fond pour les documentaires ou pour les reportages. Il n'y aurait rien du tout. Et même nous qui sommes des produits artistiques, regardez comment vous êtes dessinés. Vos yeux, vos nez et toute notre personnalité, ça n'existerait pas. Sans art, on est foutu. Merci beaucoup. Merci Méchac. Merci Heureuse. Merci de l'avoir amené sur le plateau ce soir. C'était important de le savoir, sur autant savoir. Oui. Vraiment. Oui. Avec cette rime, franchement, c'est toujours de l'art. C'est vraiment de l'art. Merci Assio, merci Méchac Kadiako pour toutes ces informations que vous nous avez apportées. Merci. Moi, je le dis toujours, Assio, Méchac est un artiste bon teint, tout simplement. Ah oui. Il hérite de quelqu'un que je salue. D'accord. De vénérer mémoire. C'est générationnel. Merci beaucoup, Méchac. Merci à celui-là qui vous a fait. Merci. Mesdames et messieurs, voilà, c'est tout pour Horizon Culture. Le grand rendez-vous. Non, c'était autant savoir. C'est vrai, on a parlé de l'art. Effectivement, ça a l'air d'Horizon Culture. Merci pour la rectification. Mesdames et messieurs, c'est tout pour autant savoir, même si on a parlé de l'art. Nous allons à présent installer le plateau de Nature Bien-être pour recevoir qui? Je vais vous laisser découvrir. Nous recevons ce soir deux journalistes, Roch Aurélien Akweyunou et Fulbert Adjimerossou. Lui, il est journaliste spécialiste des questions environnementales, qui est là pour nous parler de l'adaptation au changement climatique, les responsabilités des médias. Mais d'abord, voici ce reportage réalisé par Amandine sur le sujet. Il faut accorder du prix à ces différentes variations pluviométriques. Plus personne n'ignore la problématique du changement climatique. Beaucoup perçoivent déjà ces effets qui se manifestent sous diverses formes. Changement climatique, réalité actuelle ou future, ce thème a été choisi pour clarifier le concept et mettre tout le monde au même niveau d'information. Nous n'arrivons pas à communiquer correctement sur les résultats de recherche. Nous pensons toujours que nous sommes en colloque où il faut utiliser les gros mots scientifiques, la méthodologie compliquée. Or, pour que le commun des mortels comprenne notre message, il faut descendre à un niveau très bas. Il faut véhiculer dans un langage très simple, fluide, qui permettra aux néophytes de comprendre ce que c'est que les changements climatiques et leur impact sur l'environnement. Le dérèglement climatique est causé par l'activité humaine. Ces impacts sont visibles non seulement sur l'agriculture, mais aussi sur la santé humaine. Si l'air est chaud, l'homme acquiert la chaleur de l'air.
Et quand l'air est froid, l'homme a créé la chaleur, n'est-ce pas, donc de l'air qui est froid, et bien, soit il peut attraper le refroidissement ou bien le réchauffement de son corps. Et ça peut, n'est-ce pas, donc amener à dans son système et l'amener, n'est-ce pas, à avoir l'hyperthermie, par exemple, ou l'hypothermie. De manière indirecte, avec, n'est-ce pas, donc l'humidité forte et la température forte, n'est-ce pas, donc ça développe les germes pathogènes. Nous avons par exemple les anophèles qui se développent quand il fait très chaud et quand, n'est-ce pas, donc il pleut beaucoup. Là, donc, les mouches se développent. Donc, l'homme, n'est-ce pas, peut, quand il a ces moustiques-là, donc, peut dans le piquant, donc, n'est-ce pas, donc, le palu, et il peut tomber malade. À un moment donné, on constate, n'est-ce pas, donc, il y a certaines maladies qui avaient disparu reviennent. La tuberculose revient. La lèpre en train de revenir petit à petit. Ça, c'est lié effectivement au changement climatique. Nous avons affaire à une agriculture pluviale qui dépend essentiellement de la pluie. Qu'elle ne tombe pas, qu'elle tombe en excès ou qu'elle manque totalement. Donc dans ces conditions, le paysan, de façon empirique, essaie d'adapter son calendrier par rapport à la disponibilité en eau. C'est difficile de plus en plus. Des impacts globaux qui inquiètent, mais il existe des solutions pour mieux s'adapter. En agroclimatologie, on essaie de faire des calendriers agricoles connaissant une certaine durée, 50-60 ans. On voit les fluctuations de la pluie, les fluctuations des vents. On voit quand est-ce que le début de la saison commence de façon habituelle et on essaie donc d'imaginer un calendrier agricole propre à telle variété, à telle culture. Et c'est ça qu'on soumet aux paysans. On peut, par un système de barrage, de retenue d'eau, faire en sorte que pendant la pénurie pour l'agriculture, qu'on aille faire l'irrigation, ainsi de suite. Ça, c'est les progrès à venir et dont les paysans rêvent déjà, ils essayent, mais on peut s'appuyer là-dessus. Il faut, n'est-ce pas, donc qu'on développe beaucoup l'allaitement précoce. Surtout pour la pluie, qu'on prévoit donc ces pluies-là. Ça, c'est qu'on se dit, à quel moment, n'est-ce pas, il y a la sécheresse. Et qu'on puisse, n'est-ce pas, prévoir ça pour que le paysan qu'on puisse lui dire, attends, fais ci, fais ci, fais ci. Et là, ce ne serait pas nous. Donc, ça lié avec les agronomes pour faire ce travail-là. Je crois qu'on pourra donc éviter des hécatombes, des problèmes, n'est-ce pas, donc récurrents qui vont se poser. Le temps de l'inaction est terminé. Tous les acteurs sont appelés à agir afin d'atténuer les effets des changements climatiques. Merci Amandine Aniambossou et Bernard Djogbe pour le reportage. Et nous retrouvons sur le plateau Roch Aurélien Akwainou. Pourquoi vous me fixez comme ça? Roch Akwainou, c'est une image qu'on ne voit souvent pas, mesdames et messieurs, sur le plateau du Grand Rendez-vous. Je dis même que c'est la première fois que vous êtes sur le Grand Rendez-vous. Oui, bonjour, heureux. C'est vrai que c'est la première fois et c'est un plaisir pour moi d'être sur le plateau de Grand Rendez-vous. Oui. Merci d'être là en tout cas. Ouais. Vous êtes avec Fulbert Adjimerossou, journaliste spécialiste des questions environnementales. Merci d'être là. Bonjour. Chers confrères, ça va se passer donc entre journalistes, n'est-ce pas? Tout à fait. Eh bien, dans la rubrique Nature et bien-être, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'adaptation au changement climatique, mais sous un angle de responsabilité des médias. Et comme Heureuse le disait, nous recevons Fulbert Adjimerossou, qui est journaliste environnementaliste. Fulbert, dites-nous, quand on parle de changement climatique et les médias, quel est le rapport? Merci Roch. Le rapport est tout à fait simple. Les journalistes sont appelés à relayer les informations. Et quand on parle de changement climatique, il y a des catastrophes, il y a des événements qui sont parfois surprenants. Et les journalistes sont appelés à informer, à alerter, à prévenir les risques, de sorte qu'on diminue les dégâts, de sorte que les populations ne subissent pas davantage les effets des changements climatiques. Alors, hormis l'information, quelle autre responsabilité le journaliste a-t-il dans les changements climatiques? La responsabilité, c'est de pouvoir d'abord être là au moment où les faits se déroulent. Bien sûr, parce qu'il y a parfois des situations, je prends juste un cas, il y a 2 semaines on m'a alerté d'une situation qui prévoit actuellement dans le Mono. Une partie de la frontière est emportée par le fleuve pour nourrir l'autre côté de la frontière du Togo. Quand on n'est pas là au moment où les événements se passent, on ne pourra pas comprendre le déroulement du phénomène. On ne pourra pas alerter au moment où il faut. Et quand on viendra en retard, c'est que c'est déjà trop tard pour alerter, c'est déjà trop tard pour informer, c'est déjà trop tard pour que les dirigeants soient au courant de ce qui se passe pour pouvoir prévenir, pour pouvoir atténuer les risques. Donc il faut pouvoir prévenir, il faut pouvoir être parfois sur plusieurs champs
Mais de quels moyens disposez-vous pour pouvoir être parfois... Moi, je me dis, donc ça veut dire que tout ce que nous relayons comme information liée au changement climatique, c'est que ce n'est pas de la vraie information. C'est de la vraie information. D'autant plus qu'on n'est pas là quand ça tremblement de terre, on n'est jamais là. On vient constater. Non, c'est de la vraie information tout à fait, mais le problème est que en matière de changement climatique, il faut beaucoup plus ce qui est du terrain. Quand on est au sommet, quand on prend les experts seulement parfois pour dire, bon, il se passe telle chose, quand on n'a pas la vérité des faits au niveau des populations, parce que eux, peut-être pour eux, ce n'est pas un changement climatique, c'est des phénomènes culturels. Ils vous diront que l'assèchement du lac, c'est plutôt socio-culturel. Ils vous diront que le fait peut-être qu'il n'y ait pas plus cette année, c'est du fait que un fétiche a été désacralisé, tout ça. Il faut parfois se rapprocher des populations pour comprendre le phénomène qui se passe, qui se déroule, et pouvoir maintenant le mettre en relation avec les explications scientifiques. Justement, puisque vous en parlez, ça me permet de vous demander que renferme concrètement le thème changement climatique. Là, je dirais peut-être que le changement climatique, parce que les professeurs, certains professeurs vous diront qu'il n'y a pas de changement climatique. D'autres vous diront que le thème réchauffement climatique est encore mieux, que le climat n'a pas changé, que les saisons au Bénin, on sait, à Cotonou, c'est toujours 2 saisons, des pluies et 2 saisons sèches, et qu'il y a peut-être qu'un déplacement du calendrier climatique. Mais en réalité, ce qui permet à nous les médias d'adopter le principe changement climatique, c'est que c'est plus facile aux populations de comprendre que quelque chose change, que peut-être que il y a 2 semaines ou depuis 2 semaines qu'on sent plus de chaleur à Cotonou, alors qu'il y a peut-être 10 ans, ce n'était pas le cas. Et donc ça permet de dire que quelque chose change, même si dans les faits, même si dans les données scientifiques, ce n'est pas vraiment du changement. Mais le thème va beaucoup plus avec une réalité socio. Vous avez dit, votre rôle, c'est d'informer. Alors, de quel message les populations ont-elles besoin pour s'adapter au changement climatique, de la part des journalistes, bien sûr? D'abord, en termes de prévention, la population a besoin d'être éduquée. D'abord, sur comment s'adapter aux catastrophes naturelles. Quand je prends juste un exemple des prévisions saisonnières, chaque année ou à chaque début de saison, il y a des prévisions saisonnières qui disent qu'il y aura des inondations, que les fleuves auront tel débit ou qu'il y aura peut-être des poches de sécheresse en cours de saison sèche ou en cours de saison pluvieuse. Ça permet déjà aux populations à la base de s'adapter, de prévenir peut-être au lieu de semer un maïs peut-être qui fait 3 mois, de raccourcir le délai, de prendre un maïs de 2 mois ou 2 mois. Quand on prend par exemple les vagues de chaleur, tout à l'heure le professeur l'a dit, quand on n'est pas informé de ces situations, on ne peut pas prévenir le type d'habitat aussi. Quand vous avez un habitat qui est peut-être mal orienté par rapport au vent, alors que la température est appelée à augmenter à 37 à Cotonou et à 40, à 44 à Karimama, c'est normal que vous ayez une belle construction, que vous ayez une belle villa, mais vous ne pouvez pas rester dans cette villa-là sans pour autant utiliser la climatisation. Donc, il faut pouvoir adapter les constructions au mode de vie dans un contexte changement climatique. Il faut pouvoir être informé qu'il y aura plus peut-être dans 2 heures pour éviter de sortir sans zone imperméable, ce qui veut dire que la météorologie est importante. Il faut pouvoir être informé de l'évolution du débit des fleuves. Peut-être dans 2 semaines, le fleuve Mono sera débordé, le fleuve Ouémé serait débordé. Et donc, pour pouvoir prévenir ces déplacements en ce qui concerne ceux qui utilisent le transport fluvial. Dans ce cas, on pourrait éviter les catastrophes en termes de chavirement de bacs. Mais il faudrait aussi que ces informations... Même les pêcheurs aussi, quand ils ne sont pas informés, peut-être qu'il y aurait des vagues ou qu'il y aurait du vent fort, ils peuvent aller en mer et subir les dégâts. Donc, il faut pouvoir prévenir, alerter, d'abord, avant que les phénomènes arrivent. Pour prévenir et alerter, il faut avoir l'information. Comment vous y prenez-vous pour avoir justement cette information à mettre à la disposition? Chaque matin, j'ai les prévisions. Je suis obligé de discuter tout le temps avec les laboratoires du campus, le laboratoire de climatologie, le laboratoire d'écologie appliquée, plusieurs laboratoires pour voir les études qui ont été peut-être réalisées. C'est ce que devraient faire les journalistes spécialisés dans les questions d'environnement. Voilà, tout à fait. Mais en réalité, il devait y avoir une finalisation entre les chercheurs et les journalistes. Voilà. Tout à fait. Parce que quand vous êtes dans votre coin, vous ne savez pas qu'il y a une thèse qui a été réalisée peut-être sur un sujet donné. Et donc, il faut pouvoir créer peut-être un réseau de sorte à ce qu'il y ait un échange de publications scientifiques et
nous pouvons inspirer les productions médiatiques. Voilà, merci Fulbert Adjimé Rossou. Heureuse, Oui. on nous fait de grands gestes de l'autre Eh côté. oui. C'est tellement l'heure du journal. Du journal, effectivement, c'est Oui. l'heure du journal. On vous remercie quand même d'être passé sur ce plateau. Merci. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, ce décor-là, ça vous va à merveille. Hein? Ah le, bon, le décor du grand rendez-vous. C'est vous qui le dites, je le verrai à l'antenne. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout pour Nature et Bien-être. Il est l'heure de retourner l'antenne à la rédaction pour le journal. Il est 19h45. Estelle Pazou, vous avez l'antenne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'art, occasion de rendre hommage à Léonard de Vinci et à toutes ces personnes qui font de l'art un métier ou encore une passion. Noce de rubis pour le Centre de promotion sociale des aveugles, 35 ans au service de l'éducation et de l'insertion sociale des déficients visuels. Nous irons à la découverte du centre dans ce journal. Et puis, conscientes de leur vulnérabilité, les personnes atteintes d'albinisme ont formulé un plaidoyer à l'endroit de l'Union africaine. Suivez également dans ce journal l'essentiel de ce plaidoyer. Le 15 avril 1452, c'est la date de naissance de Léonard de Vinci, un artiste peintre italien dont les œuvres restent et demeurent célèbres. En sa mémoire, celle de ses œuvres et de son parcours, l'UNESCO a choisi le 15 avril de chaque année pour célébrer la Journée mondiale de l'art. Une journée pour porter un nouveau regard sur les métiers d'art et les artistes dans le monde. Patrick Adiabojou nous en parle davantage dans ce commentaire sur Image. 15 avril 2019, c'est la journée mondiale de l'art. Célébrer la journée mondiale de l'art, c'est porter un nouveau regard sur ces différentes formes d'expression et surtout rendre un hommage à ces artistes qui, pour nourrir une passion, en font un métier. L'art s'exprime et parle, il enrichit, vivifie et fortifie. Et pourtant, en faisant une rétrospection dans le calendrier des journées mondiales, il est aisé de constater que peu d'importance est accordée à l'univers des arts. Pour preuve, juste une journée mondiale de la poésie est célébrée le 21 mars de chaque année. Je m'exprime sans crainte ni hésitation. Je m'adresse à tous ceux à qui on a inculqué la peur. C'est en 2012 que la première journée mondiale de l'art a été organisée dans le monde, à l'initiative de l'Association internationale de l'art, appuyée par l'UNESCO. Cette année, pour célébrer l'événement, la communauté internationale a choisi de réfléchir sur le thème « Signature des terroirs », valoriser l'empreinte des métiers comme signature locale. Pour la petite histoire, l'UNESCO a choisi la date de naissance de l'artiste peintre italien Léonard de Vinci, né le 15 avril 1452, pour célébrer l'art et les artistes dans le monde. Il existe une dizaine de métiers d'art, tels que premier art, l'architecture. La sculpture est considérée comme le deuxième art. Troisième art, les arts visuels qui regroupent la peinture et le dessin. La musique est communément appelée le quatrième art. Cinquième art, la littérature, qui englobe la poésie, les romans et tout ce qui se rattache à l'écriture. Tandis que les arts de la scène, que sont la danse, le théâtre, le mime et le cirque, sont appelés le sixième art. Septième art, le cinéma. Les arts médiatiques, à savoir la radio, la télévision et la photographie, sont nommés le huitième art. Neuvième art, la bande dessinée. Et puis, 10e art, le jeu vidéo et le multimédia. Bonne fête donc à tous les artistes.
Le Centre de promotion sociale des aveugles fête ses 35 ans d'existence. Ce centre offre l'opportunité aux déficients visuels d'avoir accès à un enseignement de qualité. Il compte aujourd'hui 120 apprenants répartis de la maternelle à l'université. Dans ce reportage, Louis Kodogbo et Amandine Anyamoussou nous emmènent à la découverte de ce centre. Créé en octobre 1983, le Centre de promotion sociale des aveugles de Segbeya est une structure qui s'occupe de la formation des apprenants déficients visuels. Nous avons dans l'enceinte du centre une école primaire qui part du CI jusqu'au CM2. Mais avant ça, nous avons aussi une école maternelle qui, à partir de cette année, est rendue inclusive. Ça veut dire que les petits voyants viennent dans l'enceinte de l'école maternelle aux côtés des enfants non-voyants. C'est le programme officiel en vigueur au Bénin qui s'exécute dans ce centre. Il y a des activités comme la réadaptation qui est réservée aux aveugles tardifs, c'est-à-dire ceux que la cécité a rattrapés en cours de chemin. Et au niveau de la réadaptation toujours, nous faisons ce qu'on appelle les activités de vie journalière. Lorsqu'on devient aveugle, il faut quand même savoir faire la cuisine. Il faut savoir laver son linge. Il faut savoir faire le ménage. 35 ans d'existence pour ce centre et le bilan est satisfaisant. Le regard a changé. Les préjugés sont tombés. On ne dit plus que c'est une malédiction, que c'est des gens qui sont condamnés à la mendicité, mais on voit des personnes, des femmes et des hommes qui sont capables de participer, de contribuer à la construction de la nation. Depuis sa création, le Centre de promotion sociale a déjà libéré plusieurs cadres sur le marché du travail. Il offre également des formations professionnelles. Ce centre m'a beaucoup aidé à briser la timidité, à oser face aux défis de la vie. Et c'est essentiellement à travers le sport et le théâtre qui ont contribué à la gloire de cette maison. J'ai commencé avec la première promotion, nous étions 15. Nous avions vécu des moments très très importants. À 15, on se soutenait, on était très solidaires. L'essentiel pour nous, c'est que tout le monde puisse aller de l'avant. Tout n'est pas rose, le centre est confronté à plusieurs difficultés. Lorsqu'on ne voit pas et qu'on doit quitter, c'est le seul centre à Cotonou, dans le sud pratiquement, qu'on doit quitter un quartier lointain, prendre Zémidjan parce que les parents ne sont pas toujours disponibles, on s'expose à l'insécurité, on s'expose à beaucoup de difficultés. Donc l'idéal, c'est de les avoir sur place, dans un internat. Cela leur offrirait des conditions, de bonnes conditions d'études et de vie. Le défi de la scolarisation des déficients visuels est relevé, mais leur insertion professionnelle n'est pas encore effective. D'un handicap à un autre, on s'intéresse à présent aux personnes atteintes d'albinisme. Du 1er au 5 avril 2019 s'est tenue à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine, la 3e réunion du comité technique spécialisé pour le développement social, le travail et l'emploi. Entre autres questions abordées, le sort des personnes atteintes d'albinisme. Franck Roussa, membre de la délégation béninoise, nous parle ici du plaidoyer qui a été formulé lors de la rencontre. Il est au micro de Edwige Agossou et Lazare Migrant. L'objectif de cette réunion est de faire un plaidoyer auprès de l'Union africaine afin que cette institution adopte le plan d'action régional pour l'albinisme comme annexe au protocole à la Charte africaine des droits de l'homme relatif aux droits des personnes handicapées. Puisque ce protocole mentionne les personnes atteintes d'albinisme, il est de bon ton quand même que le plan d'action régional y soit annexé. C'était pour nous l'occasion de pousser le comité à proposer donc l'adoption de ce plan d'action régional par le Conseil des ministres des Affaires sociales qui s'est tenu à Addis Abeba. L'une de nos recommandations phares, que l'Union africaine désigne un sachant atteint d'albinisme qui s'occupe de des questions de l'albinisme en son sein et que ce sachant-là ait pour tâche aussi de travailler avec les pays afin que les pays aient un représentant de l'albinisme dans
au ministère des Affaires sociales ou bien au ministère des personnes qui s'occupent des personnes handicapées dans chaque pays. En Angola, le gouvernement travaille actuellement à la mobilisation d'un prêt de 434 milliards de dollars, soit plus de 238 milliards de francs CFA auprès de 9 banques commerciales en faveur d'un programme d'appui aux producteurs. Cette initiative devrait permettre de faciliter l'accès au financement agricole aux exploitants engagés dans l'agriculture familiale et commerciale. Elle s'adresse aux acteurs qui souhaitent s'investir dans l'un des 54 produits agricoles définis par le programme d'appui à la production, la promotion des exportations et à la substitution des importations. Une pluie diluvienne s'est abattue sur Kinshasa. Elle a non seulement endommagé la route, mais aussi emporté plus de 500 maisons. Les victimes sont sorties nombreuses pour lancer un cri d'alarme à l'autorité compétente, elles qui ne savent plus à quel saint se vouer. Le reportage de Marthe Bongala. Le trafic a été suspendu quelques heures ce lundi matin sur la route de Matadi à hauteur de la Cité Verte. Les habitants du quartier du Mez à Badiading ont investi cette route d'intérêt national, bloquant ainsi la circulation pour faire entendre leur voix. Une érosion vieille de plusieurs années a avalé leur maison et sa progression menace les lignes de haute tension de la SNEL. La tension est montée d'un cran à l'arrivée des éléments de la police qui auraient usé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants violents qui commençaient à s'en prendre aux biens privés, caillasser les policiers. Ils ont perturbé l'ordre public, fort heureusement vite rétabli. Proche de la population, Olivier Saya, bourgmestre de la commune de Mongafula, accompagné du commissaire supérieur principal Lilim Tamboué, a été obligé par la foule en furie à effectuer une descente sur le lieu du désastre. Sur proposition numéro 1 de la commune, une commission a été créée pour présenter la requête aux autorités compétentes pour des solutions urgentes. Cette érosion a emporté des maisons des officiers militaires au camp Badiading avec des pluies diluviennes. La population craint que la route de Matadi soit coupée et le quartier rayé de la carte de Kinshasa. Fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à vous de l'avoir présenté. Estelle Pazou, bonne soirée à vous. Bonne soirée, heureuse d'Alandé. Merci bien. Mesdames et messieurs, le dernier plateau du grand rendez-vous ce soir, c'est l'Espère. Nous sommes avec une experte ce soir, Ashley Arandessi. Elle s'appelle agroéconomiste pour parler des innovations dans le secteur agricole, moteur du développement. Madame Arandessi, merci d'être là. Merci à vous de nous accueillir. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va parler avec vous des innovations dans le secteur agricole. Et lorsqu'on parle d'innovation, quels sont les types d'innovations qu'on peut avoir dans le monde agricole? En parlant déjà d'innovation, nous dirons que les innovations, c'est une amélioration ou une invention de nouveaux procédés ou autres. Ainsi, dans l'agriculture, nous pouvons avoir des innovations liées aux procédés de production, de transformation, liées aux réformes fiscales, liées à un produit qui existe déjà. Réforme fiscale dans le monde agricole aussi? Oui. Ah bon? Parce qu'il y a des lois qui régissent aussi le monde agricole, qui régissent son fonctionnement. Donc, là aussi, nous pouvons avoir des réformes fiscales. Là aussi, nous avons de l'accompagnement de l'État. Et à tous ces niveaux, au niveau de la recherche, il peut y avoir des innovations. D'accord. Et au Bénin déjà, quels sont les types d'innovations déjà disponibles pour le Bénin, dans le monde agricole bien sûr? Dans le monde agricole, nous pouvons déjà dire qu'il y a déjà des innovations au niveau de la recherche avec les variétés améliorées, aussi les réformes au niveau du gouvernement pour accompagner les innovations agricoles, pour accompagner les entreprises, les secteurs à l'émergence. D'accord. De façon concrète? De façon concrète, nous avons par exemple dans l'agroalimentaire les vins de plusieurs fruits. Aujourd'hui, il n'y a plus le vin seulement de raisin, mais le vin d'ananas, le vin de bissap. Le vin d'ananas? Oui. Ah bon, j'avoue que je ne l'ai jamais consommé. Je veux bien goûter pour voir à quoi ça ressemble. Oui, vous aurez l'occasion. Donc, nous avons ces vins-là. Nous avons même de la liqueur de souchet, communément appelée afio. C'est vrai, oui. Et vous pensez que ces innovations
ont connu du succès au niveau des consommateurs. Ces innovations tiennent compte des besoins des consommateurs béninois? Oui, nous pensons que ces innovations tiennent compte des besoins du consommateur béninois qui aujourd'hui est à la recherche de produits innovants issus des produits locaux qu'il connaît, dont il maîtrise la production et les effets sur sa santé. D'accord. Mais quels sont les avantages déjà pour ceux qui innovent? Oui, l'avantage pour celui qui innove déjà, c'est d'apporter à un consommateur quelque chose de différent de ce qu'il a l'habitude. Et donc, puisque l'être humain est tenté par la nouveauté, nous sommes plus portés vers l'innovation. Maintenant, pour le consommateur lui-même, les innovations lui permettent, par exemple, d'avoir un accès plus facile aux produits, d'avoir un avis différent sur le même produit présenté d'une différente manière. D'accord. Ben, tout ça est pris en compte dans les innovations que nous avons ici au Bénin? Oui, oui, tout cela est pris en compte. Déjà, nous avons par exemple la livraison à domicile qui est une innovation, l'achat en ligne, les forats qui permettent de discuter des problèmes de l'agriculture et de présenter les innovations qui sont dans le secteur. Et les innovations au Bénin, c'est depuis l'agriculteur? Oui. Parce que ce qu'on constate beaucoup plus, c'est ce qu'on livre aux consommateurs. Mais est-ce que les innovations également, on en rencontre déjà dans les champs, dans l'agriculture? On en rencontre partout parce que comme on le disait déjà, l'innovation peut être juste une amélioration. Donc déjà, le paysan qui augmente ou réduit les écarts entre les lignes de maïs pour avoir un meilleur rendement, il innove déjà, et il apporte un maïs de meilleure qualité et il rend plus disponible le maïs sur le marché. Et le thème de ce jour, c'est les innovations du secteur agricole, moteur de développement. En quoi? Alors, les innovations agricoles, moteur de développement. Nous savons tous que l'économie béninoise est basée sur l'agriculture. Et le secteur agricole, même s'il fait intervenir tout de suite quand on y pense seulement les produits comme le maïs et autres, nous savons que le secteur fait intervenir aussi d'autres secteurs connexes comme l'énergie, l'artisanat et bien d'autres encore. Ainsi, en innovant dans le secteur agricole, nous impulsons aussi un nouveau souffle. Nous impulsons aussi un nouveau souffle aux autres secteurs comme l'énergie, parce que pour avoir de grandes industries agricoles, il nous faut aussi une forte consommation en énergie, donc une énergie plus importante. Il nous faut des routes bien tracées. Il nous faut aussi qu'il y ait des réformes qui permettent de rendre plus visibles les produits existants sur le territoire national, de mettre à la disposition des agriculteurs du matériel et des équipements performants. Donc tout le monde y trouve pour son compte lorsqu'il y a innovation et cela fait que le pays est plus visible. Les innovations rendent visibles nos agriculteurs mais aussi notre pays dans la sous-région et à l'international. Et parlant de la sous-région, si on va faire peut-être une petite étude comparative des innovations au niveau régional dans le monde agricole et ce qu'on a au Bénin, est-ce que c'est comparable? Nous dirons que le Bénin, il va à tâtonnement un peu encore sur les innovations agricoles déjà, même quand on nous compare au Togo à côté. Mais nous y arrivons et tout doucement, nous aussi, nous entrons dans les démarches d'innovation et nous offrons de bons produits à notre population. Pourquoi tâtonnement? Est-ce que vous rencontrez des difficultés ou vous avez des limites pour innover? Oui, disons qu'il n'y a rien sans difficulté. Déjà, les plus grandes difficultés sont liées à l'argent, les finances, déjà la méconnaissance des procédures et règles qui régissent certaines procédures dans le secteur agricole, la difficile labellisation des produits, par exemple, due aux coûts et aux procédures, la certification des produits qui n'est pas souvent possible pour les agriculteurs béninois du fait de la méconnaissance de toutes les procédures qui entrent en compte et du coût élevé. D'accord. Je sais que beaucoup d'agriculteurs ou de promoteurs agricoles parlent souvent de la non-valorisation de leurs produits, que leurs produits ne sont pas visibles. On les accuse le plus souvent, mais ils font du bon. Malheureusement, ce n'est pas accessible à tout le monde. Est-ce que les produits disponibles pour vous, agroéconomistes, les innovations, sont vraiment valorisées dans notre pays? Alors, nous dirons que les agriculteurs, les producteurs et consommateurs eux-mêmes font l'effort de valoriser leurs produits. Mais d'un point de vue national, nous dirons qu'il est un peu difficile de valoriser, de rendre visible un produit qui déjà, à première vue pour le consommateur, est plus cher que le produit qui lui vient de l'extérieur. Et parfois aussi, nos produits,
innovants ne sont pas connus du grand public et on se demande, mais est-ce qu'il faut aller vers, ou lorsque le produit n'est pas certifié, le consommateur se dit, mais le produit qui vient de l'extérieur, j'ai la certification ISO, la certification temps, mais ce produit-ci, je ne sais même pas si je peux le consommer et être sain. Donc, il y a cette difficulté qui empêche de bien valoriser les innovations agricoles dans le secteur au Bénin ici. Mais nous voyons que différentes actions sont menées tant par le gouvernement que par les associations d'agriculteurs, de producteurs qui s'efforcent à rendre visible ce que font nos transformateurs dans notre pays. Et déjà au niveau étatique, est-ce qu'il y a des lois qui valorisent déjà les innovations dans le domaine agricole? Une législature en la matière? Oui, oui. Déjà, nous voyons qu'avec les lois actuelles, il y a plus de facilité à créer de nouvelles entreprises qui offrent de nouveaux produits. Il y a des facilités qui sont offertes aux entrepreneurs, l'accompagnement des projets par les centres d'incubation, les projets numériques qui accompagnent l'agriculture aussi avec le ministère de l'économie numérique. Donc le gouvernement, oui, fait beaucoup d'efforts dans le sens pour la valorisation des produits locaux à travers aussi la recherche sur les variétés, sur les produits locaux. Mais la non-valorisation dont on parle, est-ce que vous également, promoteur agricole, agroéconomiste, vous n'avez pas également votre part de responsabilité dans la valorisation de vos innovations? Oui, on peut dire que le transformateur lui-même, peut-être parfois, parce qu'il a lui-même quelquefois les mêmes préjugés par rapport aux produits que le consommateur. Le transformateur lui-même a les mêmes préjugés que le consommateur sur son produit à lui. Il ressent déjà directement ce que le consommateur dit, ce qui fait que parfois on est réticent à par exemple investir dans la publicité comme le feraient d'autres entreprises. De la même manière que tout le temps nous voyons par exemple les publicités de certains bouillons à la télé. Il y a des bouillons qui sont faits au Bénin, mais nous ne les voyons pas souvent à la télé parce que les promoteurs n'investissent des bouillons n'investissent pas vraiment. Parce qu'ils se disent à quoi bon peut-être investir beaucoup d'argent. Pour eux, le secteur est déjà la plupart du temps. Donc, on se rabat plus sur les petites boutiques qui font la promotion des produits locaux. Donc, de plus en plus, ce qu'il y aurait à faire, c'est d'inciter les transformateurs, les producteurs à eux-mêmes amener leurs produits sur la grande scène avant de vouloir se faire accompagner par l'État et d'autres structures. Mais est-ce qu'il y a les espaces? Les espaces sont disponibles pour faire la promotion des innovations déjà dans le monde agricole. Très souvent à l'étranger, ou même les producteurs agricoles du Bénin vont à l'étranger pour faire des expositions, pour présenter ce qu'ils font. Est-ce qu'il y a déjà de ces genres d'initiatives fréquemment dans notre pays? Oui, déjà, on peut dire que de plus en plus, il y a des foires, des salons sur l'agriculture, les innovations agricoles au Bénin, les forats aussi sur Internet et autres permettent aux entrepreneurs, aux agriculteurs de mettre sur la scène leurs produits, de les faire connaître. Et c'est même dans ce sens que nous allons aussi à travers nos journées portes ouvertes qui ont pour activité, entre autres, la foire agricole qui présente des innovations de jeunes. Est-ce que ces foires-là atteignent réellement les personnes qui doivent vraiment venir, qui ont vraiment fait des innovations? Très souvent, quand on va au niveau des expositions pour voir, très souvent on voit les mêmes visages, les mêmes produits qui sont venus. C'est comme si ce sont ces promoteurs qui ont l'information qui viennent exposer. On ne voit pas souvent, pas assez de variété, si ce n'est les mêmes choses qu'on retrouve. Comment vous faites lorsque vous organisez les expositions au niveau agricole? Comment faites-vous pour que l'information passe à tous les niveaux, pour qu'on ait le maximum d'innovations qui soient présentées, qui soient exposées? Quand il y a des foires de ce genre, j'ose le dire, normalement, les promoteurs de ces foires font appel à des entreprises qu'ils connaissent déjà. Voilà. Donc, peut-être on peut avoir là des choses que les consommateurs connaissent déjà. Maintenant, pour d'autres points, il y a aussi les réseaux sociaux, Internet, la télévision, qui leur permettent de dire qu'il y a des foires. Maintenant, le promoteur de la foire ne peut pas obliger l'innovateur à venir exposer son produit, ce qui fait que même quand il y a des innovations, parfois on va à des foires de l'innovation, mais qu'on ne trouve pas grand-chose. On ne trouve pas assez d'innovation. Oui, il y a peu d'innovation et autres. Sinon, les innovations existent,
mais parfois elles ne sont pas là où on les attend. Et que faut-il faire concrètement aujourd'hui pour valoriser nos innovations? Que faut-il faire concrètement? Ce qu'il faudrait faire, c'est montrer aux agriculteurs, aux entrepreneurs l'importance de ces genres d'événements comme les foires, les salons et autres, et leur dire que le premier but de ces événements, ce n'est pas forcément la vente, mais c'est déjà de faire connaître leurs produits. Après avoir fait connaître leurs produits, la vente viendra après. Ah, donc, faudrait donc pas qu'ils soient fâchés quand les passants, des gens comme moi, nous passons pour voir, ben, vous avez quoi? Ils nous parlent, on dit ok, on s'en va, on va sur notre stand. Il ne faut pas qu'ils se fâchent. Oui, d'abord un premier objectif. Voilà, c'est le premier objectif. Parce que même si aujourd'hui le consommateur n'achète pas et s'il n'achète jamais, il peut peut-être conseiller ce produit à un ami, à un parent ou pour une célébration. Il se rappelle, ah, j'avais vu tel produit à telle fois, et conseiller l'entreprise en question pour qu'on ait les projets là à cet événement. D'accord. Merci à vous. Merci Ashley Arandessi, agroéconomiste. Vous avez déjà fait des innovations, c'est sûr. Dans votre domaine, vous avez des innovations? Oui, nous, à l'école, nous présentons des innovations. Non, comme par exemple... vous avez une innovation à votre actif? Oui, déjà, la prochaine fois, nous allons Je parle de vous. Nous allons présenter, par exemple, des amuse-bouches, les amuse-bouches à base d'insectes. Hein? Oui. Nous présenterons des amuse-bouches à base d'insectes. Puisque aujourd'hui, les insectes sont au cœur des questionnements. Est-ce qu'il faut les intégrer dans notre alimentation? Est-ce que c'est pertinent? Donc, nous allons faire déguster aux gens. Non, vous m'avez promis deux choses. Je vais déguster des amuse-bouches à base d'insectes. Ça encore, il faut voir comment ça va se faire. Et puis, du vin d'ananas. Merci beaucoup à vous, Ashley Arandessi, agroéconomiste. Avec vous, on a parlé des innovations dans le secteur agricole, moteur de développement. Mesdames et messieurs, il m'accuse souvent quand je dis ce n'est pas un grand plateau, mais nous allons recevoir à présent Adonis Bong dans ActuWeb. Nous sommes donc avec Adonis Bong. Comment allez-vous? Vous n'êtes pas encore autorisé à m'appeler Ado, mais... Je vous l'ai dit la fois passée, je me permets de Seul de mon vous appeler homologue comme je ivoirien Alassane Dramane Ouattara doit m'appeler comme ça, Ado. Ah, mon vieux. Bon, qu'il me le permette. Ado, on va parler d'un certain nombre de sujets ce soir. Oui, madame, avec 3 points de suspension. On va revenir sur votre look vestimentaire avec ça le vous tabac intéresse? là. Je me demande comment ça pouvait sortir du studio vu que... J'ai pu y entrer, donc je saurais comment y sortir. Alors, nous avons comme une première information Tiger Woods, le retour 11 ans après. Ouais. Il faut toujours garder espoir et ne pas abandonner. Hier au Masters 2019, Tiger Woods nous a appris que l'espoir nourrit toujours son homme. Après 11 ans de galère, l'Américain a remporté dimanche, à 43 ans, le Masters d'Augusta aux États-Unis, son 15e grand titre de Chelem. Wow. Il revient, il l'a remporté en 97, en 2001, 2002, 2005. Et depuis 2008, c'était le statu quo jusqu'en 2019. Incroyable, ouais. C'était incroyable. Oui. À l'âge de 43 ans, oui. Bon, sa victoire a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de remous. Et oui, il faut souligner qu'il n'est plus qu'à 3 longueurs du record de victoire en Grand Chelem du légendaire Jack Nicklaus, qui totalise 81 titres. Ah, et c'est bien possible. C'est bien possible. Oui. Le tic peut. Nous commençons d'abord par Donald Trump, qui estime aimer les gens qui sont grands sous pression. Quelle vie fantastique de retour pour un cas vraiment génial. Le président américain. Le président américain. Son homologue, bon, pas son homologue, l'ancien président, son prédécesseur. Félicitations Tiger pour revenir et gagner les maîtres après tous les hauts et les bas, un testament à l'excellence. Le grain et la détermination. Wow. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ce sont des informations qui vraiment peuvent inspirer. Ceux qui, face à un seul échec, baissent les bras. Oui. Nous continuons toujours avec RTL France. On le disait perdu pour le golf, mais en enfilant la veste faite au Master d'Augusta, Tiger Woods s'est offert un comeback que personne, ou presque, n'attendait. Du verre preuve que l'espoir est encore permis. Oui. Xavier Fenot, ça n'a pas de prix. Pour lui, carrément, ça n'a pas de prix. Roland Camogon,
Si le grand retour de Tiger Woods nous enseigne une chose, est que la rédemption est réelle. Il est possible de perdre pour ensuite gagner, de tomber afin de se relever, de s'écrouler pour se reconstruire. Alors pourquoi pas mourir avant de ressusciter? Excellente semaine scène. Christelle Nyimdehwe, Tiger Woods, bel exemple de combativité. Le temps révèle toujours le meilleur de nous à condition de ne rien lâcher, de persévérer, d'y croire fermement. Continuons toujours avec Mia. Une résilience à toute épreuve, du talent, du courage. Bravo Tiger Woods pour ce comeback et cette leçon unique dans l'histoire du sport. Assez de commentaires qui prouvent qu'il manquait à beaucoup. Hein? Ah oui. Kevin Paquette, bravo à tout qu'un athlète, le plus grand selon moi, mon idole depuis que j'ai 3 ou 4 ans. Oui. Prenons toujours dans les commentaires qui suscitent la victoire de Tiger Woods. Julien, le retour du tigre, un moment d'histoire unique qui vient d'écrire Tiger Woods. En empochant ce dimanche le Master d'Augusta, le Tigre remporte son 15e titre du Grand Chelem. C'est sa première victoire majeure depuis 11 ans. Le Croc, tout est oui, mais ne jamais perdre confiance en soi. Très belle leçon du King. C'est vrai. Du Trig. Golf in the World, tellement heureux pour Tiger Woods, un génie du sport moderne. Après toutes ses blessures, regagner le Masters. C'est l'un des plus beaux comebacks de l'histoire du sport. C'est la première fois que je vois un tigre gagner un majeur, un moment que je n'oublierai jamais. Mila Ahmed, il y a 3 sportifs qui sont aussi grands que le sport, qui incarnent totalement le sport dans l'imaginaire collectif. Le basket, c'est Jordan, le tennis, c'est Roger Federer, et le golf, c'est Tiger Woods. Ah oui, Roger Federer, effectivement. Lambidou Hadigan, quel golfeur, quel sportif, quel athlète, quel homme, quel génie. Voilà. En tout cas, assez de commentaires pour lui. Oui, hein. On en a eu plein, mais on a juste sélectionné une parmi les kyrielles, oui. Je crois qu'en lisant tout ça, lui-même, il va être vraiment fier. Hein. C'est comme quelqu'un qui galère pendant 11 ans et il trouve du travail. Alors, toujours sport. Comme le dirait qui? Kérosène. Kérosène dit quoi? Ben, vous savez. Ah ben. Alors là, le Bénin dans le groupe F de la CAN. Oui, le tirage au sort des équipes pour la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Égypte 2019 a été effectué le 12, le vendredi dernier. Oui. Les écureuils connaissent leurs adversaires et ce ne sont pas des moindres. Franchement. Bien qu'on connaisse bien la capacité de nos écureuils, l'écureuil peut vaincre les Black Stars du Ghana, peut vaincre bien sûr les Lions indomptables du Cameroun et s'asseoir sur la Guinée-Bissau. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas dire qu'il faut positiver. Nous sommes dans cette dynamique-là, en tout cas, même si on sait que ce sont quand même de grandes équipes que nous allons affronter. Le Bénin aussi n'est pas une petite équipe. C'est vrai. Nous prenons le commentaire de Omon Idacha. Entre les écureuils et les lions indomptables, je me demande bien qui va remporter la bataille des âges truqués des joueurs. Mais il faut dire quand même, par seconde, nos frères camerounais ont pris une sacrée avance sur nous. Rodrigue Tobodoussi, pour la CAN 2019, les écureuils du Bénin seront face à 2 géants du football africain, le Cameroun et le Ghana. Il va aussi affronter la Guinée-Bissau dans le groupe F. Voilà. Et je crois que si jamais le Bénin s'en sort, s'il en sort gagnant, mais franchement, non, mais parce que non, il faut positiver, il faut tout dire, mais il faut être aussi réaliste. Les écureuils vont rapporter la coupe, donc amen. Et ce sera vraiment une bataille rude et ce sera une victoire, vraiment une victoire. On va férier toute l'année. Le chef de l'État ne sera pas d'accord avec vous, hein, quel que soit le résultat. Alors, la 3e information, je vais peut-être vous laisser nous la donner. Ce n'est pas avec tout il faut blaguer, madame. Ce n'est pas avec tout il faut blaguer. Un adolescent a été menacé de mort sur Twitter après une blague sur le pèlerinage à la Mecque. Et il reçoit des menaces. Oui. Il a juste publié une image montrant les pèlerins à la Mecque en y mettant « Il y a du monde in the boîte ». C'est pour faire référence à un jeu télévisé sur la chaîne pour enfants Gulli. Mais quand il a publié, il a commencé à recevoir des menaces qui ont demandé juste à sa décapitation. Ouais. Oui, les gens ont demandé sa décapitation. Décapitez-le, en jouant notamment un anonyme. Le nom du collège aussi de l'enfant, il faut savoir que c'est un collégien, a été diffusé. Ces tweets ont été supprimés par la suite. Néanmoins, il s'est excusé. Cela a donc déclenché
un hashtag pour le soutenir. Je soutiens Hugo. Face à cette différence... C'est du « je suis Hugo » ça. Oui, je soutiens. Face à cette différence de haine, le jeune homme publie un message d'excuse et demande qu'on le laisse en vie. Je n'ai jamais voulu offenser quelqu'un dans ce tweet. Arrêtez de vouloir la violence pour rien. Il y a bien pire dans ce monde et sur Twitter, a-t-il ajouté. Il ne faut vraiment pas blaguer avec tout. Je vais prendre un commentaire de Morgan Digi. Personnellement, je ne trouve pas cela drôle, mais insultant pour les croyants. Un vrai cours sur les religions me semble nécessaire pour insulter le respect et construire le vivre ensemble. Toutefois, attaquer un collégien est tout aussi méprisable. Respectons-nous, s'il vous plaît. Il a situé les responsabilités. Ah, On va peut-être prendre une dernière information. Oui. Il pisse dans la rue et se retrouve en prison. Oui. Un étudiant nantais de 21 ans, dans la nuit du 5 au 6 février dernier, il avait fait la fête avec ses amis. Donc, en sortant, il urine dans la rue. Une mauvaise idée qui lui a coûté 5 semaines derrière les barreaux et plusieurs autres en liberté conditionnelle. C'est pas ce qu'on voit au Bénin ici, on voit de toutes les rues là. Pour ne pas prendre le risque de faire traîner davantage l'affaire, oui. La famille opte pour une procédure pour plaider coupable pour offense, injure et résistance à un agent de représentant de l'ordre public. Il écope d'une peine de 2 ans de prison avec sursis et 4 000 € d'amende. Jusqu'à ce point? Oui. Il ne faut pas pisser partout. C'est vrai qu'il ne faut pas pisser partout, c'est vrai. L'acte même déjà est accusé, mais tout ce qu'il y a eu comme sanction, c'est bien lourd. Hein? Ah oui. Bon, ça peut pour rappel, c'était à Malte que cela s'est passé. Ok. Oui. D'accord. Il a quitté Nantes pour Malte. Et il n'a pas pissé à Nantes, il est allé pisser à Malte. Merci à vous, cher ami. C'est moi. Dont j'oublie le nom. Le pétrole du village est devenu kérosène, donc 11 ans. Donc. Encore que pour d'autres, quand ils ont vu son image, même quand il était vraiment pétrole, ils ont dit non, ça c'est même pas pétrole, c'était de l'huile rouge, quoi. En tout cas. Merci Ado, merci pour toutes ces informations. Ça fait à mercredi, n'est-ce pas? Ouais. Pour d'autres informations concoctées sur la toile. Surtout particulièrement sur votre tabac là. Ça vous a fait effet, ça fait l'effet que ça doit faire alors? Je ne sais pas, je me demande ce que votre mari va en dire après les différents messages de drap qui vont pleuvoir dans votre boîte. Adonis, à très bientôt. Bonne soirée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le grand rendez-vous. Il ne nous reste plus qu'à vous demander de suivre en rappel les prévisions météorologiques. Ce sera tout pour le grand rendez-vous. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous très bien.